Un grand bonjour à tous ceux qui suivent cette petite chaîne sociale. Bienvenue pour le dernier épisode de la saison 2, Claude François, sa mort et les médicaments. Cette vidéo est dédicacée à Claude François Junior, que moi j'appelle mon coco, et je pense que ça lui fait plaisir parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Claude François Junior. Il a quand même un certain âge et c'est vrai que ça peut être un peu gênant. Je dédicace cette vidéo à Sylvia Borg, que vous connaissez sous le prénom de Danny Borg, et puis à Carole Plumel, et puis d'autres personnes qui sont importantes comme Prisca, oui, la très belle Prisca, charismatique Claudette, qui a finalement voulu, elle a dit faire vivre Claude François après sa mort, et je crois que beaucoup de gens ont voulu faire vivre Claude après sa mort. Et un prêtre de l'Église catholique un jour avait dit que finalement, même mort, la vie continue. Et c'est vrai, grâce aux Claudettes, grâce à ses enfants, la vie a continué. Mon coco se posait la question, si son père était vivant quelque part, apprécierait-il tout ce qu'il fait pour lui? Alors, évidemment, je vais répondre pas à la place de Claude François, je me permets pas une telle chose, mais je vais répondre par rapport à ce qu'on sait de Claude François, parce qu'on sait beaucoup de choses de lui, qu'il était éperdument heureux que ses enfants reprennent sa succession, et pas uniquement au niveau de l'argent, mais surtout au niveau artistique. C'était son souhait que ses enfants continuent son œuvre artistique. L'argent, c'est quoi? C'est un moteur, c'est une action. Certains en ont, mais parfois trop, et puis à la fin, ça paye juste le cimetière. Cette émission, vous l'avez attendue. Je pense que certaines personnes ont vu un extrait qui les a passionnés. Vous avez vu 40 secondes d'extrait. Le dernier enregistrement téléphonique de Claude François à son médecin. On va aborder tout cet enregistrement en détail et le mettre en lumière parce que c'est compliqué l'histoire. Donc je dois vous dire chaque chose et surtout ne rien oublier dans ma tête. C'est pas évident. Et puis, au-delà de comprendre comment cet enregistrement a été fait dans son appartement le jour de sa mort, on doit tout d'abord commencer par l'heure de son réveil, sinon je crains que beaucoup de personnes comprennent rien à cette histoire. Selon la version officielle de Fabien Lecoeuf, que j'aime infiniment, que je trouve charismatique et même intelligent, il sait beaucoup de choses sur tout le monde, lui fixe, mais par rapport au témoignage, c'est pas lui qui le fixe, l'heure de réveil à environ 13h10. C'est à peu près ce que tout le monde a dit. Kathleen dira même dans un interview 13h30. Puis finalement, la version qui restera officielle sera 13h10. Quand je dis que cette version est restée officiellement la vraie et définitive, eh bien, c'est pas si exact, puisque Marie-Thérèse, dans la collection officielle de mon coco, c'est-à-dire Claude François Junior, je précise le fils de Claude François, et puis Jean-Marc, son deuxième fils qui a quand même participé à la collection, on découvre un témoignage de l'attachée de presse de Claude François, Marie-Thérèse, qui habite en face du domicile de Claude, lui qui était domicilié au 46 boulevard Exelmans. Elle nous dit dans la collection officielle qu'elle est arrivée vers midi. Claude d'ailleurs répond à l'interphone quelques minutes, puis il lui dit d'attendre, et il va la faire attendre 15 minutes. On peut donc fixer que Claude à midi était déjà réveillé, à midi 5. Il était déjà complètement réveillé, c'est-à-dire 1h05 avant la version de Kathleen, puisque effectivement, Kathleen a prétendu que ce soit à la police ou à tout le monde. Quand je dis la police, c'est pas si vrai puisqu'elle n'a jamais donné son témoignage le jour de la mort de Claude. Regardez les autres émissions. Mais après, elle a donné des témoignages. Et elle a dit 13h10. Mais visiblement, elle s'est trompée. Et il semble que Kathleen s'est pas trompée que pour ça, mais beaucoup de choses en réalité. Claude François, donc, ne s'est pas réveillé à 13h10. Nous savons ici qu'il était au moins réveillé à 12h05, c'est-à-dire midi. Donc, c'est une heure où c'est déjà
pas du tout le petit déjeuner, on est déjà sorti de la matinée. Mais en réalité, dans la vraie histoire, Claude François s'est réveillé, selon ce qu'il dit lui, vers 9h50. Il se réveille tout d'abord, que se passe-t-il? Contrairement à ce qui a été dit, Kathleen n'était pas à l'appartement, c'est très important de le dire. Quelques articles en 1979, 1980 et même après vont préciser des détails importants sur le dernier jour de la mort de Claude. Que Kathleen était partie en matinée pour aller chercher une amie et devait revenir à l'appartement de Claude présenter cette amie qui rêvait de rencontrer Claude François. C'était pour elle très important de le rencontrer, peut-être de faire une photo avec Claude, en tous les cas d'échanger quelques mots, et Claude avait donné son accord. Selon une source d'information qui n'a jamais été vérifiée mais qui est intéressante, Kathleen avait une séance photo le samedi matin, et donc ne pouvait pas être dans l'appartement puisqu'elle était dans une séance se faisant photographier par des photographes professionnels. Donc elle ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Mais c'était à dire. Oui, Kathleen travaillait, elle faisait des séances photos, elle était très peu avec Claude François parce qu'elle travaillait le matin, et dans les horaires qu'on nous donne, eh bien il est tellement peu probable que Kathleen aurait sacrifié tout un samedi pour Claude, puisqu'elle travaillait tous les jours, parfois même le samedi matin. Et oui, Kathleen travaille tous les jours, parfois même le samedi matin. Elle fait des séances de photographie et vit sa vie par clichés photo. On parle de clichés qui étaient vendus à l'époque 150 francs. Elle gagnait 150 francs par photo publiée, donc c'était quand même bien, et 15 francs par photo de temps qu'elle pouvait prendre. Et 1 franc pour des photos qui valaient rien du tout. Quoi qu'il arrive, sur des clichés photographiques, elle gagnait environ 150 francs, on peut le dire. Elle gagnait pas beaucoup. Mais quand elle prenait 10 photos, eh bien ça faisait énormément d'argent, mine de rien. Donc, elle a de cette manière plu à Claude par rapport à son travail de mannequin. Elle était mannequin, elle travaillait dans une agence à Rome, et son recruteur avait été la chercher à Rome. Puis on nous a raconté toute une histoire qu'ils se sont rencontrés par hasard. C'est pas si vrai que c'était un hasard, quand Claude possédait sa photo sur son bureau bien avant de la rencontrer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontrait toutes les filles. Dany Borg, que moi j'appelle Sylvia Borg, a été rencontrée à partir d'une photo, puis presque toutes, hormis Carole Plumel, qui a été présentée par France Gall, et nous savons par une déclaration de Claude François que c'est France Gall qui a insisté pour que Claude engage son amie Carole, en lui disant qu'elle était valable de lui laisser un petit peu de temps pour se mettre dans le bain, le bain de la danse, et puis apprendre un peu le métier, et de lui permettre d'avoir un travail, surtout, c'était important. D'ailleurs, Carole Plumel a été, Claude le dira, sa Claudette préférée. Il dira, à l'époque où il travaillait avec elle, elle est ma Claudette préférée. Il l'aimait infiniment et il lui pardonnait tout. Il lui pardonnait même beaucoup de choses, au point que, par exemple, il a été jusqu'à agresser verbalement, on le sait, Dany Borg. On parle qu'il aurait pu avoir, et ça on ne le sait pas vraiment, une mésentente, pourquoi pas, entre Carole et Dany. Il aurait pu avoir à un moment donné une petite mésentente cachée. Là je ne révèle pas l'histoire car je ne la connais pas intégralement. Et Claude aurait défendu même Carole, et pas Dany, que moi j'appelle Sylvia. Donc il avait une telle préférence pour Carole, du fait qu'elle était amie de France Gall, qu'il avait tendance à la couver. Et oui, il couvait sa Claudette parce qu'il la préférait à toutes, c'est ce qu'on dira. Et puis après, comme Carole était de moins en moins présente, il préférera sa capitaine. C'est une histoire très compliquée, les Claudettes, car Carole, comme d'autres, pourraient vous dire, il y avait une rivalité entre les filles. Les filles étaient des rivales entre elles. Elles avaient parfois du mal même à s'entendre parfaitement. Si aujourd'hui, après sa mort, les Claudettes s'entendent, c'est pas si vrai de son vivant, où tout était compliqué. Ah, un petit cheveu. Voilà, je l'enlève parce que j'aime pas avoir des cheveux sur le front. En plus, ça picote. Mais nous sommes là pour parler, c'est important, du 11 mars 1978. Non, Claude ne s'est pas réveillé à 13h10, d'ailleurs nous le savons, parce qu'ici on nous donne un autre horaire.
qui est plus juste, mais je pourrais dire à Marie-Thérèse que cet horaire de 12h, 12h05 est beaucoup plus juste, puisque Claude, en effet, lui parle par l'interphone. Mais c'est encore très loin de la vérité. Claude s'est réveillé un petit peu avant 10h du matin, puis ce qu'il va faire, il se déplace vers le salon, et devant le salon, il a une très belle baie vitrée qui est magnifique. Cette baie vitrée qui est aujourd'hui prise en photo, puisque l'appartement est en vente, était la même à l'époque. Je pense qu'ils ont juste rénové les poignées, et c'était la même identique. Claude avait donc devant cette baie vitrée, et ça, il n'y a que moi qui le sais, et ceux qui sont rentrés dans l'appartement, et sa sœur, parce que ça n'a jamais été révélé, et il avait donc un immense tapis, donc arabe, qui était fait à la main. Il avait la fierté d'avoir son tapis arabe fait à la main. Ce tapis arabe dont il affectionnait, il s'allongeait dessus et faisait tous les matins quand il se réveillait, bien qu'il n'était pas toujours à l'appartement, il y était rarement en réalité parce qu'il était souvent en tournée. À peu près 130 jours par an, il se déplaçait en tournée. Et donc pendant ces 130 jours, eh bien, évidemment, il n'avait pas le même rituel, la même coutume. Mais tous les matins, quand il était dans cet appartement du 46, boulevard Exelmans, il s'allongeait sur le tapis près des baies vitrées, ces baies vitrées qui donnaient vers l'escalier qui montait à la terrasse, et il faisait 10 minutes, 10 longues minutes de gymnastique. C'était son rituel. Il ne pouvait pas s'en passer. Il estimait qu'après une nuit de sommeil, c'était important de faire de la gymnastique. Il avait appris ça en Égypte, avec les frères Poermel, en effet, puisque en Égypte, on faisait de la gymnastique. D'ailleurs, c'était une école là-bas qui était mélangée avec beaucoup de sports. Dans le sport, il y avait toutes sortes de sports là-bas. La course à pied, ils faisaient même des jeux de pétanque en Égypte. Eh oui, en Égypte, on joue à la pétanque. C'est un sport très français et en même temps international. Claude, ce matin-là, le 11 mars 1978, à 10h, se réveille seul dans son appartement. Kathleen n'était pas là, elle était partie chercher une amie. C'est d'ailleurs attesté par plusieurs sources d'informations très sérieuses. Claude se déplace vers son salon, et il y a, je vous rassure, au moins un témoin de cela, et il va donc se mettre confortablement sur son tapis arabe, un très très grand tapis de plusieurs mètres. Je vous parle d'un tapis qui ferait une demi-pièce presque, énorme tapis. Et il commence 10 minutes d'exercice. On pense que son réveil n'était pas à 9h50, mais plutôt 9h35 ou 9h40. Et pourtant, même s'il a fait 10 minutes, après cet exercice, Claude ressent des vertiges. Il fixera, lui, son heure de réveil à 9h50, selon lui. Mais on doit tenir compte qu'il a fait 10 minutes d'exercice de gymnastique qu'il ne parle pas dans l'enregistrement téléphonique que nous allons entendre à son médecin. Il ne parle pas de ces 10 minutes de gymnastique, soit parce qu'il les a oubliées, soit parce que ce n'est pas important pour lui. Lui, il explique qu'il s'est réveillé, il a pris des médicaments et il donne 2 noms de médicaments. Sylvie Mathurin expliquera, qui était son habilleuse et surtout qui avait monté un laboratoire clandestin de pharmacie pour Claude François, elle expliquera que Claude prenait déjà du Prozac. Alors, attendez, Claude ne prenait pas de Prozac, Claude prenait du Valium sous forme de comprimé. Et peut-être de temps en temps une injection, mais ça nous ne le savons pas. Et on ne va pas dire de mensonge. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais il prenait des comprimés à base de Valium. Mais surtout, le véritable problème ce matin-là, quand il téléphone à son médecin, dont pour la première fois l'enregistrement va être rendu public intégralement, un enregistrement de 3 minutes qui peut peut-être un peu faire peur, impressionner des gens, alors peut-être que les enfants n'écouteront pas ça, ça ne sera pas plus mal, c'est surtout pour le public âgé, adulte. Notre chaîne est pour les adultes, elle n'est pas pour les enfants. Oui, Claude va se plaindre d'un problème lié à 2 médicaments. Il cite 2 médicaments, je vais me placer un peu plus proche
de la caméra, voilà. Il cite un problème avec le Valium. Le Valium est un médicament qui était pris régulièrement à Paris par de nombreuses personnes et qui n'ont jamais posé de problème car c'est un antidépresseur, un décontractant, qui est sans doute plus efficace que le Prozac, puisqu'on a vu que le Prozac conduisait à des pertes neurologiques. Qu'aujourd'hui, le Prozac, certains médecins hésitent à le prescrire. Mais bon, moi, je ne suis pas médecin et j'ai rien à dire là-dessus. Mais enfin, je sais lire quand même la presse sur ce qu'on dit du Prozac. Claude se plaint dans cette conversation téléphonique que vous allez entendre, soyez patient. Il se plaint de 2 médicaments. Il a pris du Valium sous forme de comprimé. Il en a pris d'ailleurs beaucoup parce qu'il pensait qu'au premier comprimé, ça allait aller mieux presque tout de suite. En effet, c'est des comprimés qui agissent très vite. Généralement, quand Claude prend un comprimé, pratiquement 2 minutes après, c'est déjà passé dans le sang. Claude prend ses comprimés de 2 façons. Il boit donc un verre d'eau, on va parler de cela après, où il fait fondre un comprimé sous la langue. Cela permet de le faire passer dans le sang immédiatement. Donc Claude, quand il prenait un médicament fort, il plaçait ce médicament sous sa langue pour le faire fondre, et cela permettait de le faire entrer dans le sang pratiquement immédiatement. C'est ce que font, c'est vrai, certains secouristes, quand ils interviennent, ils disent mettez ce médicament sous la langue, parce que ça passe dans le sang très très vite. C'est-à-dire ça agit 10 fois plus vite que si vous l'avalez. Claude, quand il prend ses médicaments, il va à la cuisine, il a à la cuisine un four assez ancien, il a une machine à laver qu'il voulait donc changer, et il était prévu que soit livrée une nouvelle machine à laver. Ah oui, ça existait déjà. Il avait aussi dans sa cuisine, bon, tous les ustensiles, hein, bien sûr que vous avez tous, de la vaisselle, voilà. Il avait des couverts en argent. Claude, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais ça devait être dit, ne supportait pas de manger dans des couverts inox. Et sa cuisine avait donc des couverts uniquement en argent. Il n'y avait pas d'inox. C'est très important de dire, Claude ne mangeait pas avec des couverts en inox, ça il ne supportait pas. Donc il avait des fourchettes, des couteaux, des petites cuillères pour les yaourts, tout ça, tout en argent. Et ça, ces couverts devaient toujours être en argent. Ça n'a pas été révélé sur la cuisine. Sur la cuisine, bah oui, mais c'est quand même important de le savoir. Si je vous le dis pas, vous le saurez pas, et vous saurez beaucoup moins de choses. On parle de sa mort, et je le dis, ne soyez pas choqués, on va en profondeur, ou alors on ferme sa gueule, et on n'en parle pas, si on n'a rien à dire. Et moi j'ai des choses à dire, alors je vous parle. Surtout pour mon coco, lui il le sait, certaines choses il le sait. Les couverts en argent, mon coco est pas con, il le sait. Non, je veux dire que les gens qui ont vécu avec Claude, c'est des petites informations, ça. Quand même, si vous posez la question à sa sœur, elle va dire oui, les couverts en argent, il m'en a fait baver. Quand il venait sur la Côte d'Azur engueuler sa sœur qu'il a un jour reçue dans un dîner amical, le servant dans des couverts inox. Il est pratiquement devenu fou, Claude. Il lui a dit mets-moi des couverts en argent, si t'en as pas, je t'en achète. Et plus tard, il est revenu avec des couverts en argent qu'il lui a offerts. Il supportait pas les couverts en inox. Il avait un petit côté bourgeois, luxueux. Il aimait oublier sa pauvreté, parce qu'il a été pauvre à un moment donné, et oublier qu'à un moment donné, il a même mangé avec ses mains, Claude. Oui, il mangeait avec ses mains quand il était très pauvre. Donc, avoir un couvert en argent dans sa main, c'était presque une garantie, une sécurité, si vous voulez, contre la pauvreté, de ne pas y retomber un jour. C'était sa crainte. En 1963, on doit préciser cela avant de continuer ce 11 mars 1978, en 1963, Claude tombe dans les premiers antidépresseurs, oui, on doit le dire, et il consomme un dérivé d'un médicament très célèbre qui s'appelle la pilule du bonheur. Ce médicament s'appelle le Miltown, donc un médicament américain que prenait Marilyn Monroe, que prenaient les superstars. Il tombe très tôt dans la pilule du bonheur. Et dans le dernier enregistrement qu'il a fait, le 11 mars 1978, qu'il a donné à son médecin,
Claude nous parle de la pilule du bonheur sans donner son nom, mais il donne le nom américain, Milltown. En français, se traduirait par 1000 villes, si vous préférez, 1000 villages. C'est le médicament qui faisait rêver, où on voyait 1000 villes à la fois. Le Milltown est un médicament, est une drogue réelle, au sens réel, même dure, même dangereuse, qui a dû être interdite aux États-Unis, retirée des laboratoires américains. Elle est retirée en 1954, et pourtant on trouvait encore du Milltown en 1970 et même 1980. C'était la pilule du bonheur. Le Milltown, quand il est retiré des États-Unis, plein de laboratoires étrangers vont copier la formule pour créer leur version. Ces versions circulent en pharmacopée illégale. C'est si vous voulez, un médicament complètement illégal et même interdit, qu'aucun médecin ne pourrait proposer. Mais à l'époque, certaines pharmacies vendent encore ce médicament sous forme dérivée à partir de pays étrangers. Ainsi demande-t-il à son médecin le jour de sa mort qu'on lui donne du Milltown. Le Milltown est la pilule du bonheur. Pourquoi Claude prend-il, excusez-moi, je remets mes cheveux, pourquoi Claude, je disais, prend-il la pilule du bonheur? Tout d'abord, on doit comprendre qu'il a toujours été un peu dépressif. En 1964-1965, devant son flipper, les mains tremblotantes, il explique qu'il est anxieux tout le temps. Oui, c'est un homme anxieux. C'est pas qu'il n'était pas sûr de lui, c'est que c'était un homme dépressif. De la mort de son père, de la séparation de sa femme avec Jeannette Edith Wilcott, une femme qu'il aimait profondément, qui est partie, qui l'a trahi et est partie avec Gilbert Bécaud, ça l'a détruit psychologiquement. Il ne voulait pas de ça. Il a même essayé de la récupérer en 1968, où il l'a invitée au moulin pour essayer de la reprendre comme femme. Et il prétendra même à Radioscopie avoir réussi à la reprendre dans sa vie quelque temps. Malheureusement, ça a échoué à nouveau. Une reprise qui n'a pas servi à grand chose. À nouveau 2-3 semaines de bonheur avec elle, puis ça a été terminé. Il a alors rencontré donc Isabelle Forêt, connue sous le nom de Jeanne-Marie Forêt, son vrai prénom. La maman de Coco et Marc, on va dire que quand même c'est une belle rencontre quand on voit les beaux enfants qu'il a eus. Il n'a pas raté sa vie quand même d'un point de vue sentimental, comme beaucoup de gens disent que Claude aurait raté sa vie. Il a quand même eu 2 enfants qui sont quand même sa continuité. Il a quand même fait quelque chose de sa vie avec cette femme Jeanne-Marie. Mais Claude, c'est vrai, a besoin de la pilule du bonheur, le Milltown, dont il va parler dans cet enregistrement, le dernier enregistrement de Claude François. Mais le problème, le Milltown, c'est une vraie drogue. C'est même de la drogue dure, tellement que cette drogue est forte, les laboratoires américains ont dû interdire le Milltown. Mais qu'est-ce que c'est tout d'abord? Avant de vous faire écouter ce dernier enregistrement de Claude, on doit, avant toute chose, expliquer en détail. Sinon, vous n'allez rien comprendre de tout ce que vous allez entendre, si je ne vous informe pas, détail par détail, de chaque élément. Personne ne doit se presser à écouter ce dernier enregistrement. On doit tout d'abord comprendre les détails profonds de l'histoire. Le Milltown, c'est quoi? Se traduirait en français par 1000 villes. 1000 endroits qu'on pourrait visiter en même temps, une sorte de drogue. Mais cette drogue a été légale aux États-Unis. Les médecins faisaient une ordonnance. Le Milltown a un succès monstrueux en Amérique, considéré comme la drogue numéro 1 et qui va devenir la pilule du bonheur. Des médecins, même des hôpitaux vont l'autoriser, jusqu'à certains drames. À un moment donné, dans un rapport américain, il est mentionné que le Milltown présente un certain danger. Le danger est l'accoutumance, qui est identique à la cocaïne ou l'héroïne. L'accoutumance est trop violente. Et puis il y a un autre danger, l'arrêt brutal de ce médicament peut évidemment engendrer la mort. Je répète, l'arrêt brutal du Milltown peut déclencher la mort. En effet, vous avez dû, je pense, tous entendre de la part de votre médecin généraliste ou des médecins plus qualifiés qui sont spécialisés dans un domaine précis,
À un moment donné, votre médecin vous reçoit, vous propose un médicament, mais il vous dit souvent quelque chose et parfois vous n'écoutez pas ce que vous dit votre médecin, qui est important pour votre vie et votre santé. Le médecin face à vous vous dit: bon, vous avez un médicament qui convient bien au problème que vous avez, mais surtout, c'est très important, vous n'arrêtez pas le traitement brutalement. Le problème est que si le médecin vous dit de ne pas arrêter le traitement, il ne vous dit pas forcément pourquoi. Savez-vous, c'est important, que vous pouvez mourir d'une overdose de drogue sans prendre aucune drogue? Vous allez me dire: Marc Harriman, tu exagères, de quoi parles-tu? Eh oui. Et non, je vous dis la vérité. Vous pouvez mourir d'une overdose de drogue sans prendre aucune drogue. Alors comment? Eh bien, si un médecin vous a prescrit un médicament vraiment fort et que vous avez arrêté ce médicament brutalement, l'écho de ce médicament, l'écho, peut vous tuer plusieurs jours après. Oui, parce qu'un médicament possède un écho sur votre santé qui dure de nombreuses semaines. Un médicament peut vous tuer 1 mois après avoir arrêté brutalement le traitement. Ainsi, un médecin vous met en garde. N'arrêtez pas brutalement ce médicament. Mais il ne vous dit pas que votre vie est réellement en danger. Mais selon certains types de médicaments, comme par exemple le Ritmol, qui est un médicament de rééquilibre du cœur, si vous arrêtez le Ritmol, vous allez faire 2 syncopes cardiaques et vous retrouver à l'hôpital. Que vous dira le médecin? Le Ritmol, on ne l'arrête pas brutalement. Vous avez votre part de responsabilité. Écoutez attentivement ce que vous dit votre médecin. Bien sûr, Claude avait un livre chez lui, un livre dans sa chambre, un livre qui était un guide de médicaments, presque un dictionnaire des médicaments que Michel Drucker avait vu. Mais dans ce dictionnaire, un médecin lui avait dit: Claude, un livre comme ça n'est pas forcément super professionnel, parce que les gens qui vont vendre ce livre parfois font des copier-coller simplement de notices de médicaments. Mais c'est pas suffisant. Et puis il y a des types de médicaments, il le disait à Claude, c'est pas parce que dans le livre c'est pas écrit que c'est bon pour votre santé que ça le serait pas. Donc certains médecins utilisent des médicaments qui ont parfois rien à voir avec la cause. On a vu des médecins prescrire des médicaments pour les dents et pour soigner quelque chose qui n'a rien à voir avec les dents. Et le médecin, quand vous lui posez la question, il vous dit: oui, bon, je vous ai donné un médicament pour les dents, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est dans le guide des médicaments, ça n'a rien à voir, mais dans la réalité, nous qui sommes médecins et professionnels, on sait que c'est ça qu'il vous faut. Ainsi, un guide des médicaments, c'est très trompeur. Et on doit le dire, c'est très trompeur et vous devez faire attention de demander quand même conseil à votre médecin qui a quand même des années d'études médicales et qui est vraiment à même de mieux répondre qu'un simple bouquin ou un magazine. Soyez quand même prudent, pensez à votre vie et celle de vos enfants. Mais au-delà de ça, le Miltown, ce médicament qui est une drogue dure, dont des grandes stars comme Marilyn Monroe en ont pris, oui, des stars américaines, parce que c'était un médicament américain qui a eu un gros succès. Le Miltown arrive à survivre dans les années 1970 et même 1980. On l'appelle la pilule du bonheur. Mais Claude a besoin de ce médicament parce que c'est quoi cette pilule du bonheur? Eh bien, ce médicament vous place dans un état second qui va créer une sorte de plan vibratoire, oui, de plan vibratoire où vous allez perpétuellement vous retrouver en état de bonheur. Ah, qu'on est bien en état de décontraction, de... Vous voyez, je vous simule un peu la chose. Je suis heureux, je suis bien. Ah, tout va bien. Oui, parce que malgré tout, ce médicament est exceptionnel. Il a été interdit d'ailleurs avec hésitation des laboratoires américains, pensant que le Miltown aurait pu survivre plusieurs années. Mais le problème, il a dû être interdit aux États-Unis parce que il avait une accoutumance qui est égale à l'héroïne, ou la cocaïne. Et cette accoutumance peut déclencher malgré tout la mort. Et avant d'éviter qu'il y ait des morts en série, les laboratoires américains vont interdire complètement le Miltown.
Mais nous allons entendre, excusez-moi, je transpire, mais nous allons entendre dans le dernier enregistrement de Claude du 11 mars 1978 que Claude réclame le Milltown. Il réclame, mais en fait, il ne dit pas vraiment qu'il veut du Milltown, il dit qu'il en a pris. Mais si vous ne savez pas ce que ça veut dire la pilule du bonheur. Eh oui, c'était important donc de faire toute cette introduction. Parce que l'émission se terminera sur cet enregistrement que nous allons parler maintenant. Le Milltown, la pilule du bonheur. Claude voulait perpétuellement planer. Il voulait planer. Peut-être pas avec l'héroïne ou la cocaïne qui est peut-être trop extrême, mais il voulait planer et il pensait que certains médicaments avaient les mêmes effets que les drogues dures comme l'héroïne, la cocaïne et tant d'autres. Ainsi, il désirait planer et pour lui, la pilule du bonheur, c'était planer en douceur, sans trop risquer pour sa vie. Mais il se trompait. Parce que parfois Claude arrêtait les traitements brutalement. Et arrêter un traitement du Milltown, de la pilule du bonheur, peut vous tuer en quelques minutes. Ainsi, nous avons vu des choses mais aberrantes, comme la mort de Bruce Lee avec un Aquagesic 500, un petit médicament qui fait, excusez-moi, je transpire, qui fait la taille d'une fourmi et qui peut vous tuer. En 2 heures seulement. Non seulement vous tuez, mais même un hôpital ne vous sauve pas. Alors on dit, quand cela arrive, c'est une allergie. Mais c'est pas toujours vrai que c'est une allergie. Parfois, ça peut être lié qu'on a arrêté longtemps un médicament, et l'arrêtant, le reprenant, c'est pas très bon non plus. Claude, dans son dernier enregistrement téléphonique, téléphone à son médecin généraliste. Il est 9h55, moi j'ai placé le temps à environ 9h55 parce qu'il parle quand même 3 minutes, donc je pense que la conversation s'est terminée vers 9h57, peut-être 58, c'est difficile à dire, en tous les cas avant 10h. Et Claude explique donc à son médecin qu'il a pris, ce matin-là du 11 mars 1978, qu'il a pris du Valium. Il précise que ce n'est pas par injection. Il a pris du Valium par médicament, c'est-à-dire, oui, il existe le Valium par injection, c'est plus rapide. Un médecin vient et vous fait une injection. Il existe le Valium par médicament. Vous allez le mettre sous la langue. Et en le mettant sous la langue, il va fondre et il va avoir un résultat assez rapide. C'est des médicaments qui agissent très très vite, en quelques minutes. Claude a pris beaucoup de médicaments. En quelques minutes, en 4-5 minutes, il a déjà absorbé pratiquement 5 médicaments. Il dit, il se plaint dans cet enregistrement que vous allez entendre à la fin, mais avant, je vous résume un peu les choses, il se plaint de plein de problèmes. Tout d'abord, il a des problèmes à la gorge, à la voix, une perte de voix. C'est vrai que ça s'entend pas forcément d'ailleurs sur l'enregistrement. J'ai pas trouvé qu'on entendait de gros problèmes. Un peu de craquement parfois dans sa voix. Moi, j'ai pas senti que sa voix avait d'énormes problèmes, pour vous dire la vérité. Mais lui se connaissait bien. Peut-être qu'il sentait quand même quelque chose de différent. Il explique qu'il a pris du Valium sous forme de comprimé. Il dit qu'il se sent mal et que ça serait important qu'on lui envoie une infirmière avant midi. Il a besoin d'une infirmière, donc, et d'une ordonnance médicale. Il a besoin d'une ordonnance médicale qui va contrer les effets du médicament. On ne sait pas si Claude prenait de la cocaïne ou de l'héroïne, mais nous savons en tous les cas que Dany, la chanteuse, prenait de la cocaïne et même de l'héroïne, puisqu'elle a eu 2 perquisitions de la police française, et vous pouvez taper Dany, la chanteuse, perquisitionnée, affaire de drogue, vous allez trouver plein de choses. Elle faisait partie des écuries Flèche, et était une amie de Claude François, elle aurait pu en effet le faire tomber dans la drogue. Et ça aurait été caché, lui donner quelques doses de temps en temps. En effet, nous avons vu un film qu'il a tourné avec Sophia, où Claude fait des grimaces, se tord de rire, s'allonge bizarrement, on dirait qu'il est sous l'effet d'une drogue très très puissante. Ce film Super 8 est effrayant, il est même sur YouTube, et de la manière où il se comporte pendant 1 minute 30 laisse penser qu'il est sous l'emprise de quelque chose. Oui, il y a en effet des chances, mais on n'a pas de certitude que Dany la chanteuse l'ait fait tomber dans la drogue, puisqu'elle se droguait déjà, c'était à dire.
Le jour de sa mort, Claude enregistre donc 3 minutes pour son médecin. Ces 3 minutes doivent être portées dans son cabinet par une personne. Ça peut être une Favinette, ça peut être Sylvie Mathurin, ça peut être pourquoi pas l'attachée de presse de Claude, bien qu'elle, c'est pas son travail et qu'elle préfère franchement s'occuper uniquement de la presse. Ça peut être de d'autres personnes aussi, mais nous savons que l'enregistrement arrive à sortir du domicile et il sort, mais voilà, en réalité, ce qui sort, c'est l'original. Car il garde Claude une copie chez lui de tout ce qu'il fait. Copie plus original. Il se garde une copie pour que personne ne lui dise plus tard, vous m'avez jamais dit ça. Il conserve donc une copie qu'il place sur son bureau. Le jour de sa mort, alors que la police était venue, mais à ce moment-là, c'était les pompiers seulement, un pompier, d'ailleurs on le précise. D'ailleurs, il fera tout un témoignage. Peut-être était-il accompagné, mais en tous les cas, on a attendu 50 ans pour savoir qu'il y avait plusieurs pompiers, dont lui, c'est lui qui a quand même tout fait dans l'histoire. Mais quelqu'un arrive à s'introduire dans l'appartement, ou est déjà dans l'appartement, et va voler cet enregistrement, il va voler la copie, peut-être pensant récupérer d'ailleurs l'original, qui n'a jamais été heureusement récupéré, et qui va permettre de l'entendre, enfin pour la première fois. L'histoire de cet enregistrement est tout à fait banale. Claude se réveille, il va mal, il est pris d'un malaise cardiovasculaire léger, qui n'est pas d'ailleurs très très grave, mais il dit des choses que vous allez entendre assez choquantes, comme le fait que son cœur se ralentit et qu'il a l'impression que ça va s'arrêter. Ça, je ne vous dis pas tout, parce que quand même que vous puissiez découvrir cet enregistrement, et j'ai pas à interpréter ce qu'il a à dire. Mais au-delà de ça, Claude explique plein de petits détails qui sont très très intéressants, et je crois que ces 3 minutes vont vraiment vous révéler finalement un peu son univers privé secret. D'ailleurs, on doit préciser qu'il n'est pas certain que Claude François aurait apprécié la publication publique de cet enregistrement, mais moi je l'ai dit, l'important c'est quand on a des documents, photographies ou autres, on les publie. Parce que c'est ça que les gens demandent, ils demandent à voir un peu le passé sous leurs yeux quand on a quelque chose. Et là quand même, c'est pas rien. D'ailleurs, il n'existe pas qu'un enregistrement, il existe aussi des enregistrements antérieurs que personne n'a jamais entendus, qui étaient adressés à ces médecins. Il a fait plein d'enregistrements, même des notes de service. Il a adressé des notes de service à son docteur Elbaz. Ces notes n'ont jamais été publiées, ni par mon coco, ni par Fabien Lecoeuvre. Mais Fabien Lecoeuvre pourrait témoigner qu'il existe des notes de service adressées au docteur Elbaz. J'invente rien, je vous dis que la vérité. Et c'est important. Mais je vous ai fait assez attendre. Nous sommes à 38 minutes de cette émission. Je vais vous quitter, donc, et vous laisser entendre ces 3 minutes. Et j'ai voulu, en fait, que ces 3 minutes se passent uniquement avec Claude. Voilà, uniquement avec lui. Et donc, j'aurais pu, après ces 3 minutes, rebrancher ma caméra et vous parler. Mais je me suis dit que c'était mieux de tout dire avant, et puis de vous laisser 3 minutes avec lui. Ça va vous faire du bien. C'est important de dire que cet enregistrement n'a jamais été entendu par Claude François Junior, n'a jamais été entendu par Fabien Lecoeuvre, n'a jamais été entendu par l'entourage, comme Marie-Thérèse, quoi qu'on ne peut pas savoir, si ce n'est pas eux qui ont pris la copie, hein. On ne peut pas savoir. Mais quelqu'un l'a pris, donc je reste prudent. Il y a peut-être des personnes qui l'ont entendu. Sylvie Mathurin, on sait qu'elle était là, elle a évacué des médicaments, elle aurait pu prendre ce document ou d'autres choses, des lettres personnelles ou autres. Sylvie avouera qu'elle a désiré prendre des choses qui étaient dans le bureau de Claude pour pas que les gens s'en emparent, ni aussi que les huissiers de justice lui volent ce qui était à lui. Ainsi, Sylvie a fait un petit peu de vol, mais légal, demandant quand même l'autorisation donc aux filles du bureau. Donc, ce n'était pas une voleuse, c'est à préciser. Pour la première fois, le dernier enregistrement téléphonique, 9h50 du matin, Claude François téléphone à son médecin. Il est inquiet, il est frappé
d'un malaise, d'un début de malaise. Ça semble pas encore très très grave quand même, puisque il s'accorde 2 heures avant de recevoir une infirmière. Il pense donc qu'il peut tenir au moins 2 heures. Et nous savons qu'après ce coup de téléphone, il a tenu un peu plus de 2 heures, puisque son certificat de décès est de 14h45. C'est surtout attesté par l'acte de décès en mairie annexe du 6e arrondissement de Paris. La mairie mentionne une heure précise en acte de décès, c'est 14h45, ce qui va un petit peu démentir tous les gens qui ont dit qu'il était mort à 14h35. L'acte officiel de mairie, c'est 14h45, c'est l'heure exacte de sa mort. Il est mort presque 5 heures après avoir téléphoné à son médecin. 5 heures avant sa mort, il allait déjà très très mal. À bientôt sur YouTube pour la saison 3. Allô, docteur, c'est Claude François au téléphone. Il est 9h53 du matin. Je précise que je reviens de Suisse et j'ai pas pu vous téléphoner hier, vendredi, puisque je n'étais pas à Paris. Écoutez, je vous téléphone parce qu'il y a une urgence. Pouvez-vous m'envoyer une infirmière à mon domicile? Ça serait, avant midi, ça serait l'idéal. Parce que ça va pas très très bien. J'ai pris un médicament, puis 2, puis 3. Et comme ça allait toujours pas, j'en ai pris encore 2 autres. Et vous savez, je suis soigné par vous. On m'étonne, un médicament américain, et aussi on me donne, mais pas d'une façon intraveineuse, je prends un Valium. Mais il m'arrive parfois d'en prendre 2, parfois 3 par jour. Donc, enfin, je précise, un Valium en comprimé, je le précise. Si c'était possible d'avoir une infirmière à mon domicile avant midi, parce que je me suis levé à 9h50, ça fait 3 minutes et je m'essouffle, et ça va vraiment pas bien. Et j'ai pris ces médicaments et il s'est passé que quelques minutes seulement et j'ai commencé un peu à m'étouffer, j'ai des problèmes de voix, j'ai du mal à parler. Pouvez-vous m'envoyer d'urgence, docteur, une infirmière? C'est vraiment très important. Et aussi, j'ai besoin d'une ordonnance. J'étais à la pharmacie la semaine dernière et ils m'ont refusé donc un médicament sous prétexte qu'il était sur la liste des stupéfiants, m'a-t-on dit, et monsieur François, on a besoin de votre pièce d'identité. Et impossible d'avoir ces médicaments sans le numéro de ma pièce d'identité. Vous comprenez, docteur, que j'ai pas tellement envie que mes problèmes de santé, mon dossier médical soit public. Ça ne m'arrange pas. Alors laissez ma pièce d'identité, ça rend public la chose et même je trouve que ça va en dehors de la loi quelque part. Donc faites pour le mieux. La personne qui s'occupe de mes médicaments, parce que elle a accepté avec des amis de monter, je vous l'ai dit la dernière fois, un réseau pharmaceutique clandestin. Le problème est qu'à travers son réseau, il y a certains types de médicaments qu'elle ne peut pas avoir, puisque seul un médecin peut donner l'ordonnance. Autre problème, on n'arrête pas de me dire au boulevard Excellence, à mon bureau, que je dois arrêter de prendre des médicaments que Sylvie me donne parce que ils sont peut-être contre-indiqués par rapport à ce que vous me donnez. Donc j'espère qu'une infirmière viendra avant midi parce que je vais très très mal. Je vous le signale, j'ai des problèmes de voix, je m'étouffe et je sais pas ce qui se passe. J'ai aussi mon rythme cardiaque qui a changé et j'ai de la bradycardie, c'est-à-dire que le cœur bat très lentement, comme si qu'il allait s'arrêter. Je compte sur vous, j'attends à midi une infirmière, et si vous m'oubliez, je demanderai à Marie-Thérèse qui habite en face de chez moi de vous recontacter. À bientôt. Allô, docteur, c'est Claude François au téléphone. Il est 9h53 du matin. Je précise que je reviens de Suisse et j'ai pas pu vous téléphoner hier, vendredi, puisque je n'étais pas à Paris. Écoutez, je vous téléphone parce qu'il y a une urgence. Pouvez-vous m'envoyer une infirmière à mon domicile? Ça serait, avant midi, ça serait l'idéal. Parce que ça va pas très très bien. J'ai pris un médicament, puis 2, puis 3. Et comme ça allait toujours pas, j'en ai pris encore 2 autres. Et vous savez, je suis soigné par vous. On m'étonne, un médicament américain, et aussi, on me donne,
mais pas d'une façon intraveineuse. Je prends un Valium, mais il m'arrive parfois d'en prendre 2, parfois 3 par jour. Donc, enfin, je précise, un Valium en comprimé, je précise. Si c'était possible d'avoir une infirmière à mon domicile avant midi, parce que je me suis levé à 9h50, ça fait 3 minutes et je m'essouffle, et ça va vraiment pas bien. Et j'ai pris ces médicaments et il s'est passé que quelques minutes seulement et j'ai commencé un peu à m'étouffer, j'ai des problèmes de voix, j'ai du mal à parler. Pouvez-vous m'envoyer d'urgence, docteur, une infirmière? C'est vraiment très important. Et aussi, j'ai besoin d'une ordonnance. J'étais à la pharmacie la semaine dernière et ils m'ont refusé donc un médicament sous prétexte qu'il était sur la liste des stupéfiants, m'a-t-on dit. Et monsieur François, on a besoin de votre pièce d'identité. Et impossible d'avoir ces médicaments sans le numéro de ma pièce d'identité. Vous comprenez, docteur, que j'ai pas tellement envie que mes problèmes de santé, mon dossier médical soit public. Ça ne m'arrange pas. Alors laissez ma pièce d'identité. Ça rend public la chose et même je trouve que ça va en dehors de la loi quelque part. Donc faites pour le mieux. La personne qui s'occupe de mes médicaments, parce que elle a accepté avec des amis de monter, je vous l'ai dit la dernière fois, un réseau pharmaceutique clandestin. Le problème est qu'à travers son réseau, il y a certains types de médicaments qu'elle ne peut pas avoir, puisque seul un médecin peut donner l'ordonnance. Autre problème, on n'arrête pas de me dire au boulevard Excellence, à mon bureau, que je dois arrêter de prendre des médicaments que Sylvie me donne parce que ils sont peut-être contre-indiqués par rapport à ce que vous me donnez. Donc j'espère qu'une infirmière viendra avant midi parce que je vais très très mal, je vous le signale, j'ai des problèmes de voix, je m'étouffe et je sais pas ce qui se passe. J'ai aussi mon rythme cardiaque qui a changé et j'ai de la bradycardie, c'est-à-dire que le cœur bat très lentement, comme si qu'il allait s'arrêter. Je compte sur vous, j'attends à midi une infirmière, et si vous m'oubliez, je demanderai à Marie-Thérèse qui habite en face de chez moi de vous recontacter. À bientôt.